Bonjour tout le monde, après un premier épisode qui vous avait plu et qui avait très bien marché, j'ai mis le temps mais on se retrouve pour un second descriptif retour d'expérience concernant du matériel que j'ai eu la chance d'utiliser. Aujourd'hui on va de nouveau parler de chaussures, mais cette fois-ci de chaussures de trail. Je vous le rappelle, je ne suis pas un spécialiste des chaussures de course à pied ou de trail, moi j'essaie juste de vous faire un descriptif très complet suivi d'un avis le plus objectif possible en vous expliquant l'utilisation que j'en ai faite, mais ce n'est pas mon métier. N'oubliez pas non plus que nous avons tous des morphologies et donc des besoins différents, ne vous fiez donc pas uniquement à mon avis et n'hésitez pas à aller demander conseil à un professionnel comme un vendeur en magasin spécialisé. On terminera comme la dernière fois en mettant une note au produit, note totalement subjective, mais je trouve ça sympa. Dernière chose avant de commencer, je le précise, il n'y a pas de partenariat dans cette vidéo. La chaussure dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est la Hoka Mafate Speed 4. Cette paire de chaussures au nom un petit peu barbare, nom bien sûr tiré du fameux cirque de la Réunion, est une paire destinée au trail qui est sortie fin 2022 et qui à la date où je tourne cette vidéo ne possède toujours pas de petite sœur. Le modèle que vous voyez ici au coloris Solar Flare étant le quatrième et dernier sorti de la gamme, même si d'autres chaussures trail de la marque ont depuis vu le jour. Alors il y a beaucoup de chaussures chez Hoka, mais actuellement on peut placer la Mafate Speed 4 comme une chaussure taillée pour le long, voire pour l'ultra, quelque part entre la Speed Goat 6, la Mafate 5, la Mafate X, voire même la Tecton X3. Je vais commencer par vous détailler les caractéristiques techniques de la chaussure, puis au fur et à mesure je vous donnerai quelques éléments de comparaison avec les modèles que je viens de citer sur les points les plus importants. On commence par le poids, donc sur cette chaussure Hoka annonce 295 grammes en taille 42 ou 8,5 US. C'est un poids que j'estime à la moyenne basse pour une chaussure d'ultra, surtout comme on le verra par la suite avec une telle adaptabilité au terrain technique. En comparaison, les Speed Goat 6 sont à 278 grammes, les Tecton X3 à 286, les Mafate 5 à 332 et les Mafate X à 344. Donc ça nous donne déjà quelques indices sur les qualités et les points faibles de chacune de ces chaussures et de ce pourquoi elles ont été conçues. En poids constaté, moi je suis plutôt à 286-287 grammes pour une taille de 42/2 ou 9 US, donc plus légère qu'annoncé avec pourtant une taille au-dessus, ce qui peut partiellement être expliqué par la perte d'un peu de matière à l'usage, notamment sur la semelle extérieure, même si les chaussures restent dans un très bon état général. Au niveau du drop, donc la différence de hauteur entre l'épaisseur de semelle au talon et l'épaisseur à l'avant-pied, on est sur du 4 mm. Avec l'avènement du minimalisme depuis quelques années, ça devient de plus en plus la norme d'avoir des modèles de chaussures avec un drop plus faible qu'auparavant. C'est personnellement quelque chose qui me correspond très bien et je pense qu'à 4 mm on est sur quelque chose qui convient à la grande majorité. Mais attention à ceux d'entre vous qui n'ont pas l'habitude, qui ont des pathologies ou des douleurs au tendon d'Achille. Plus le drop est faible, plus on les sollicite, les mollets aussi d'ailleurs, et donc c'est à prendre en compte avant de partir sur ce modèle. Niveau drop, on sera à 5 sur la Speed Goat et sur la Tecton X, et à 8 sur la Mafate 5 et sur la Mafate X. Le drop est toujours sujet à débat, mais je pense qu'il est moins important en trail que sur route. C'est vrai que sur une chaussure route, plus on aura un drop faible, plus il faudra avoir une foulée adaptée en se rapprochant d'une attaque médio-pied, ce qui sera même presque essentiel pour des drops zéro, comme les chaussures de la marque Altra si l'on veut éviter les blessures. A l'inverse, des drops élevés permettent aux coureurs qui attaquent talons de limiter les chocs et la pression portée sur les articulations, souvent au détriment d'un peu de stabilité. Après, il est évidemment possible de modifier progressivement sa foulée, mais les bénéfices sont aujourd'hui sujets à débat. Pendant un moment, il y a quelques années, on entendait beaucoup qu'il fallait améliorer sa foulée pour passer vers du médio-pied si l'on voulait mieux courir. Aujourd'hui, les données scientifiques nuancent tout ça, et il semblerait que le changement de foulée soit plutôt adapté en cas de douleur et pathologie chronique que l'on n'arrive pas à faire passer. C'est personnellement ce que j'ai fait peu de temps après m'être mis à courir et tous les problèmes de périostite, TFL et essuie-glace que j'avais ont disparu et ne sont jamais réapparus. Pour autant, je vous dis pas que c'est ce qu'il faut faire et je veux pas rentrer dans ce débat aujourd'hui, le drop mériterait une vidéo à lui tout seul. Si ça vous intéresse, vous me le faites savoir en laissant un petit commentaire. Et en tout cas, si vous êtes dans cette situation de blessure chronique, évidemment, allez avant tout voir un professionnel comme un médecin du sport ou un kiné spécialisé dans la course à pied. Mais ce que je disais donc, c'est qu'en trail, il y a probablement moins besoin de se casser la tête. Contrairement au bitume de la route, les terrains sont beaucoup plus souples, moins traumatiques et on est moins dans un rythme à tenir avec des grosses allures et de gros chocs en continu puisqu'on va s'adapter au profil du terrain en changeant de rythme avec des foulées beaucoup plus courtes ou parfois même en marchant. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y faire attention, mais le trail étant moins traumatique, sur ce point-là du moins, le drop sera moins important. Et concernant la Mafate Speed 4, on a quand même un stack bien présent. Le stack, c'est l'épaisseur de semelle sous le talon, juste ici, donc 33 mm sur cette chaussure.
Comme vous le voyez donc ici, assez imposant. Et je trouve qu'avec cette épaisseur de semelle, on sent quand même assez peu le drop plutôt faible. Donc ça conviendra à la plupart parce que ça reste assez confort. Ensuite, pour les différents éléments de la chaussure, on va partir du haut pour aller jusqu'en bas. Donc tout d'abord sur le dessus, on a une empeigne et une languette que la marque qualifie de dynamique avec un mesh tissé jacquard fait d'une seule couche qui est plutôt bien respirant et légèrement élastique, d'où le côté dynamique. On a également un embout en caoutchouc juste ici qui vient apporter une protection supplémentaire au niveau des orteils en plus du traditionnel pare-pierre qui est quand même assez petit ici, il faut le noter pour une chaussure technique. Et de l'autre côté, ici, on a un renfort au niveau du talon, une sorte de bracelet renforcé qui apporte également une certaine protection et également une certaine stabilité. Concernant maintenant la semelle intermédiaire, le cœur de la chaussure, on est sur de la mousse à double densité ProFly Plus, c'est écrit juste ici. Donc c'est une technologie d'amorti spécifique à Hoka qui offre un très bon rapport légèreté-réactivité tout en étant, je trouve, très confortable. C'est notamment sur cette partie de la chaussure qu'on a une grosse différence avec les autres modèles évoqués depuis le début. Je ne vais pas tout vous citer, mais chacune de ces chaussures a une semelle intermédiaire réfléchie et composée différemment selon le rôle que les développeurs voulaient lui donner. Et là, sur la Mafate Speed 4, clairement on est sur quelque chose d'assez confortable pour aller sur l'ultra, mais qui en même temps a cette petite touche de réactivité pour réussir à relancer un peu lorsque c'est nécessaire, sur les portions de plat par exemple. Enfin la semelle extérieure, donc c'est le classique Vibram Mega Grip avec la technologie Light Base qui permet de réduire considérablement le poids de cette partie de la chaussure. On est sur des crampons de 5 mm avec, je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, je suis désolé, j'ai pas lavé la chaussure, mais on a de toutes petites aspérités à la surface des crampons. C'est la technologie Traction Lug qui permet tout simplement d'améliorer le grip de la semelle. Et donc là, évidemment, j'ai utilisé cette chaussure, donc les crampons ont été un petit peu rabotés, mais c'est un petit peu plus lorsque vous achetez la chaussure. Je sais pas pourquoi je vous précise ça, mais s'il y en a qui sont un petit peu teuteux, voilà. En somme, la marque a fait un condensé de 2 modèles en un seul, en restant sur les bases apportées par la Mafate Speed 3, tout en incluant certaines caractéristiques venues de la Mafate Evo 3, notamment sur le plan du dynamisme, ce qui a d'ailleurs marqué la fin de la gamme Evo au sein des chaussures Hoka. On comprend assez bien que la volonté des développeurs est de garder ce côté confortable, maximaliste, très voyant chez Hoka, avec ce gros stack sous le talon, tout en apportant du dynamisme avec une mousse plus réactive, un drop plus faible et un petit régime pour la chaussure qui perd une vingtaine de grammes par rapport au modèle précédent. Et à ça viennent s'ajouter une semelle extérieure et des protections, nous indiquant clairement que la chaussure est destinée plutôt à l'ultra, oui, mais surtout au terrain technique. En comparaison, la Speedgoat est probablement la chaussure la plus proche de celle-ci, même si moins réactive, avec sa semelle intermédiaire avec mousse à monodensité et sa semelle extérieure moins développée. Elle est quand même faite pour le relativement long et le technique, mais pour les terrains les plus difficiles, c'est la Mafate. La Tectonix, elle, est plus légère, plus réactive, mais avec moins de protection. Elle sera plus adaptée au terrain roulant, moins technique, pour ceux qui veulent courir vite sur des moyens à long format. La Mafate 5 et la Mafate X, vous l'aurez compris, plus lourdes, plus confort, davantage de protection. Elles sont destinées elles aussi plutôt au long, mais perdent en réactivité comparé à la Mafate Speed. On est vraiment sur des grosses chaussures confortables pour de longs efforts, la Mafate 5 étant plus adaptée au terrain technique, tandis que la Mafate X est probablement un cran au-dessus niveau confort, et même si celle-ci possède une plaque carbone, son poids et son énorme amorti semblent limiter son dynamisme. Prenez tout ça avec des pincettes, je n'ai pas testé ces chaussures-là, moi je suis là pour vous parler de la Mafate Speed 4. Cette chaussure, elle est à 180 € sur le site de Hoka, mais étant donné que ça fait 3 ans qu'elle est sur le marché, qu'elle est en fin de cycle et qu'elle devrait bientôt être remplacée, vous la trouvez possiblement bien moins cher que ça sur internet. Pour terminer avec les caractéristiques de cette paire, je vous mets les différents coloris que j'ai pu retrouver, et on enchaîne tout de suite avec mon expérience avec ces chaussures. Alors tout d'abord, ces chaussures aujourd'hui sur mon Strava, j'ai effectué pas loin de 400 km avec. Comme d'habitude, parfois j'oublie de mettre la bonne paire de chaussures à la fin sur ma sortie Strava, donc c'est possible que ce soit légèrement plus. Je les ai achetés fin juin, début juillet 2024, à un moment où après avoir eu une mésaventure pas très cool sur la Maxi Race avec une paire toute neuve d'Altra Mont Blanc, je vous mets une petite photo ici pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo, les chaussures que j'utilisais habituellement sur Ultra, et ben je cherchais donc une nouvelle paire de chaussures à emmener avec moi sur la TDS fin août. Finalement, je fais donc le choix d'acheter directement 2 paires de chaussures en même temps, avec de toute façon en tête l'idée de pousser les 2 paires jusqu'au bout. Si vous suivez un peu les parties engagées, vous savez que le côté écologique m'importe beaucoup, et que je suis pas du genre à gaspiller, puis ça coûte cher les chaussures.
Bref, j'hésitais entre deux paires, les Mafat Speed 4 et les Salomon Genesis Slab, qui sont juste ici et dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo, dans un prochain retour d'expérience. Je fais donc le choix d'acheter les deux et de profiter de l'UT4M 180 Challenge auquel je participais fin juillet pour les tester. Pour ceux qui connaissent pas, c'est 180 km et 11 000 mètres de dénivelé en 4 étapes, donc 40 à 50 km par jour, sur un terrain parfois bien technique, assez similaire à ce que j'allais retrouver sur la TDS. Pour ceux que ça intéresse, les vidéos sont sur la chaîne. Je porte donc les Mafat Speed 4 sur 2 étapes, je les trouve un cran au-dessus des Genesis sur plusieurs points, et particulièrement dans le technique, et donc je porterai finalement ces chaussures-là sur les 150 km de la TDS. Voilà, pour résumer, ces chaussures aujourd'hui, je les ai utilisées sur 3 courses officielles, quelques sorties longues, et je continue de les utiliser de temps en temps quand je vais en montagne. On verra combien de temps elles tiendront. Niveau durabilité, justement, on va commencer par ça. J'ai été agréablement surpris. J'avais eu 2 expériences jusque-là avec des chaussures chez Hoka. La Hoka Mach 4, qui est une chaussure route à laquelle j'avais mis 800 km, mais avec laquelle ça s'était plutôt bien passé. Et la Hoka Evo Carbon Rocket, qui est également une chaussure de route avec des fibres de carbone à l'intérieur. C'est un peu l'ancêtre des chaussures carbone d'aujourd'hui, telles que la gamme Rocket X, mes chaussures que j'avais fusillées en 450 km à peine. Alors c'est des chaussures légères faites pour la vitesse, donc forcément la durabilité est moindre, mais quand même elles sont vraiment défoncées. La semelle extérieure, on voit vraiment, elle est devenue carrément lisse. On voit d'ailleurs très bien ma foulée, qui est plutôt avant-pied, médio-pied. Là, au niveau du talon, on est vraiment avec une semelle qui est quasiment intacte. Mais surtout, le vrai problème, c'était au niveau du mesh, qui est complètement déchiré. Et je me rappelle que c'est arrivé assez vite sur cette chaussure. Donc voilà, j'avais des petits doutes sur la durabilité chez Hoka. Ce problème de mèche qui se déchire sur le côté, j'avais vu qu'à l'époque c'était un problème assez récurrent chez Hoka. Je me souviens d'une vidéo de Vincent Godin qui, à la fin d'un ultra, où justement ses chaussures s'étaient déchirées sur le côté, il les jette carrément à la poubelle d'énervement. Donc voilà, quelques a priori, mais au final je suis plutôt très satisfait de la durabilité de cette chaussure. Il y a quelques points de détail, comme par exemple voilà, les écritures qui se décollent à certains endroits, mais c'est vraiment, comme je disais, du détail. Ça change rien aux performances de la chaussure. Sur la semelle extérieure, la chaussure elle a vu quand même pas mal de cailloux entre l'UT4M et la TDS. Pourtant les crampons sont quand même toujours bien en place. Il y a un petit peu, comme je disais en début de vidéo, de perte de mousse, mais c'est vraiment très léger. Donc voilà, très satisfait. Et en tout cas, surtout, il n'y a pas de déchirure sur les côtés au niveau du mesh, donc il semblerait que Hoka ait résolu ce problème. Là, je suis à 400 bornes, mais honnêtement, je pense même pas les avoir emmenés à la moitié de leur glorieuse vie de chaussures. Je vais principalement les utiliser sur sorties longues, rando, course en montagne, mais je pourrais tout à fait les réutiliser en course. Donc niveau durabilité, j'ai pas fini de les utiliser, mais jusque là je suis très satisfait. Au pied, je les ai tout de suite trouvés très confortables, et je parle pas du confort à la course, mais vraiment du confort quand tu les chausses. Il y a des chaussures qui sont pas très agréables, là c'est pas du tout le cas, avec une toe-box que je trouve plutôt large, donc il y a la place pour les orteils, et puis avec ce gros amorti et cette mousse, bah on est bien dedans, tout simplement. Vu que je les ai gardés au pied sur l'intégralité de la TDS, 35 heures de course, je peux aussi vous parler de leur confort sur la durée, pendant l'effort. Et là aussi, globalement satisfait. J'ai comme toujours eu des inflammations à la plante des pieds sur la deuxième partie de course, mais ça vient pas des chaussures, ça vient de moi, de mon triste corps. Mais à part ça, pas d'ampoule, pas de frottement, pas de douleur anormale, donc top à ce niveau-là. À l'usage, je me suis pas non plus trouvé lourd avec. Parfois, avec les chaussures d'ultra, on a un peu l'impression d'avoir des sabots aux pieds. Mais là, entre le poids de la chaussure très correct et cette semelle intermédiaire plutôt réactive, j'étais vraiment bien quand il s'agissait de relancer sur des portions de plat peu techniques ou de bitume. Alors ça, c'était en début de course. Sur la fin de course, tu relances vraiment comme tu peux. Le côté réactif, tu t'en moques un peu. Tu fais du 7 au kilo sur le plat, donc donc c'est moins important. Pour la semelle externe, j'ai pu utiliser les chaussures sur terrain sec et terrain très gras, technique ou roulant. Ça s'adapte de partout, même si comme j'ai dit, la chaussure est pensée pour du technique. Et ça fonctionne honnêtement très bien. Ça accroche bien, peu de glissade, et on est plutôt bien protégé. Au niveau du dessus de la chaussure, le mesh était très agréable, respirant. Je m'inquiétais un petit peu de cette zone là, donc juste au-dessus des orteils, où on est simplement séparés, où les orteils sont simplement séparés de l'extérieur par une toute petite couche de tissu élastique. Il n'y a pas de protection ici. Au final, ça s'est très bien passé. Pareil, le pare-pierre, je le trouvais un petit peu petit, mais j'ai pas eu de problème. Et voilà. Et puis l'empeigne, sinon, elle a très bien résisté à l'ensemble des choses qui viennent taper les chaussures lors de nos déambulations en montagne, que ce soit des cailloux, des branches ou d'autres trailers avec leurs bâtons. Après voilà, pour moi le problème il réside dans la hauteur de la chaussure.
J'aime quand on sent un peu plus le sol. Là, avec le gros stack, les sensations et la stabilité sont limitées. Il y a un peu moins de précision, je me sens moins en confiance qu'avec mes Altra Drop 0 très proches du sol pour éviter les entorses. D'ailleurs, j'ai eu 2 belles torsions en chartreuse avec cette paire de Mafat. Mais bon, on peut pas tout avoir, à la fois le confort, la réactivité et une stabilité à toute épreuve en ayant le pied très proche du sol. Ou alors on enlève la semelle intermédiaire, mais là je pense que je vais le sentir passer. Donc si je dois résumer ses points forts, c'est pour moi, vous l'aurez compris, la spécialiste du technique et des longues distances, avec une grosse accroche et une très bonne résistance aux éléments que l'on va croiser. Une bonne durabilité également, comme je dis, elle a vu des sentiers pas faciles et elle s'en est sortie la tête haute. Son amorti avec une mousse à la fois légère, confortable et plutôt réactive pour une chaussure d'ultra. Et enfin, son confort général, à première vue comme pendant l'effort. Au niveau des points négatifs, pour moi en premier lieu ce problème de stabilité et donc même si c'est subjectif, de confiance avec ce gros stack qui limite les sensations et favorise les torsions de cheville. Après voilà, c'est pas une fatalité, j'ai fait l'intégralité de la TDS sans me tordre les chevilles. Élément qui va avec, mais donc ce manque de précision avec une tendance quand même plutôt maximaliste qui ira à l'encontre des adeptes du minimalisme à l'inverse. Je mettrai quand même l'aspect protection qui, même si je n'ai pas eu de problème, me semble limité par endroits pour une chaussure dédiée à ce point au terrain technique. Et enfin, moi je le considère pas comme un point négatif, c'est pourquoi je le mets entre parenthèses, mais le dynamisme. Certains, notamment ceux qui veulent aller vite, ne se retrouveront pas dans cette chaussure et ils préféreront notamment l'usage d'une Tectonix comme l'avait fait Jim Walmsley sur l'UTMB. Globalement, on est donc sur de bonnes voire très bonnes sensations et ce que j'estime humblement être une très bonne chaussure. On termine par la notation sur 8 critères qui, comme je disais, n'a pas beaucoup de sens parce que en fonction de ce qu'on recherche sur la chaussure, les avis selon chacun sur chaque critère seront très différents. Mais bon, quand même, j'aime bien. Sur le confort, tout d'abord, comme je disais, elles sont très agréables aux pieds, même après plusieurs dizaines d'heures d'effort, que ce soit au-dessus, en dessous, au niveau de la languette, au niveau du serrage. Et heureusement d'ailleurs, puisque ce sont des chaussures d'ultra. Mais après voilà, ce sont pas non plus des sensations d'exception, mais on est très bien dedans, donc 8,5 sur 10. Au niveau du dynamisme, ça reste des chaussures d'ultra, donc c'est pas non plus fou, mais personnellement, moi c'est pas ce que je recherche en premier lieu. Donc pour moi, cette semelle intermédiaire, elle est très bien, 8 sur 10. Pour l'amorti, comme je l'ai dit, grosse épaisseur sous le talon, c'est bien niveau confort, mais personnellement j'aurais aimé sentir un petit peu plus le sol pour me sentir plus en sécurité, avec un stack un petit peu plus faible, 7 sur 10. Concernant la stabilité, ça va un peu avec ce que je disais juste avant, on se sent plutôt bien maintenu, mais même si le drop est relativement faible, la hauteur de la chaussure est telle que l'on se sent pas hyper en confiance dans les terrains très techniques avec beaucoup de cailloux ou beaucoup de racines. Pour autant, j'ai fait une TDS sans me faire mal, donc 7 sur 10. Pour la durabilité, sans que ce soit exceptionnel, ça me paraît plutôt très bien parti, 8,5 sur 10. Au niveau de l'accroche, quasiment rien à redire quel que soit le terrain, c'est l'un de ses gros points forts, donc 9,5 sur 10. Pour le côté protection, j'ai pas eu de vrais soucis, mais comme je disais, je pense que ça pourrait être légèrement mieux, donc 8 sur 10. Et enfin, au niveau du rapport qualité-prix, elles sont donc à 180 € sur le site de Hoka. C'est un prix qui est quasiment devenu la norme pour des chaussures de trail, on trouve même beaucoup plus cher que ça. Pour autant, il y a 2-3 ans, des chaussures comme ça, on les aurait payées 150 €. Il y a d'ailleurs des marques concurrentes qui vendent des chaussures du même acabit pour 150 € toujours. Donc voilà, alors bon, après celles-ci, aujourd'hui, comme je disais, vous pouvez probablement les trouver moins chères. En boutique, je sais pas, puisqu'elles sont sur la fin, mais en tout cas sur internet, c'est sûr. Mais quand même, de base, 180 €, ça me paraît un poil cher par rapport à des marques concurrentes qui font des chaussures du même type, donc 7,5 sur 10. On fait la moyenne des 8 notes et ça nous donne 8 sur 10 tout pile pour ce que j'estime être une très bonne chaussure qui s'adaptera à la plupart des coureurs. Attention néanmoins à certaines spécificités chez chacun, certains éléments pouvant éventuellement déranger. C'est fini pour ce retour d'expérience, j'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un like, à activer la cloche. Et évidemment à vous abonner, c'est le meilleur moyen de soutenir mon travail. J'ai mis le temps avant de tourner ce deuxième épisode, mais il devrait normalement s'écouler beaucoup moins de temps d'ici le prochain. En attendant, une vidéo devrait sortir très bientôt, normalement la semaine prochaine, concernant le parcours détaillé de la TDS, comme je l'avais fait pour la Saint-Élion 2024, et pareil, ça vous avait beaucoup plu. J'attends simplement que l'UTMB daigne donner le parcours officiel. Ils ont dit 15 jours avant la course, donc normalement ça devrait être très bientôt. Et puis ensuite, ce sera les vidéos du tour des 6 vallées de l'Oise. Et voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt. Salut!